Donc c'est depuis Richelieu qu'on... Hein? Ce sont tes amis sur Facebook? Tout à fait. Voilà. On a choisi un thème très intéressant qu'on parle beaucoup actuellement. On va parler beaucoup de publicité sur ça, c'est le côté bio. Donc j'ai invité Yannick Huchet, qui est un vigneron dans la région d'Apremont, qui va se présenter tout de suite, et qui commence dans le vin, et qui commence par le bio, et qui a choisi le bio pour faire ses vins. Donc on va parler de ça pendant toute la dégustation, on va parler de ce thème. Moi je poserai plein de questions un petit peu pour vous faire comprendre ce qu'est le bio. Et ensuite, petit à petit, on goûtera ces vins de toute la France entière. On goûtera bien sûr les vins de Yannick. On a 3 vins de Yannick qui sont ici. Puis ensuite, on va goûter des vins de la vallée du Rhône. On va goûter des vins de Provence. On va goûter un vin de Vendée, parce que je suis vendéen. Il fallait mettre un petit peu un vin vendéen de ma région. Après, on va goûter un Bordeaux, parce que c'est quand même une appellation très très connue dans le monde entier. Et puis, on va terminer par un vin moelleux, qui est un Coteaux-du-Léon. Donc vous voyez qu'avec le bio, on peut faire beaucoup de styles de vin, beaucoup de caractères de vin, puis on va savoir un petit peu comment c'est. Et puis pendant cette dégustation, je vais vous apprendre comment déguster un vin. Parce que quand on parle de vin, il faut savoir en parler. Parce que si on est devant quelqu'un, puis on boit un verre de vin sans en parler, quel intérêt? Quelques secondes à notre cher Yannick qui va se présenter son domaine et ses vins. Donc Yannick Huchet, je travaille sur Apremont, donc Apremont c'est à 1 heure d'ici à peu près. Hein. J'ai un domaine qui s'étend sur un peu plus de 7 hectares. J'ai commencé en 2007, donc avec une démarche plutôt en agriculture biologique, mais certifiée seulement que depuis 2010. Donc 2010, on a une période de conversion qui dure 3 ans. Donc la première récolte avec le logo AB viendra là sur 2013. Donc la prochaine récolte qu'on va faire en septembre. Voilà, donc maintenant d'Apremont, d'Arbin, de Chignin-Bergeron, de Bergeron, mais tout ça c'est pas l'appellation. Il y a 3 appellations en Savoie. Il y a l'appellation vin de Savoie, il y a l'appellation roussette de Savoie, et il y a une petite appellation qui s'appelle Siessel. Voilà les 3 appellations. Puis ensuite on a les crus. Les crus, c'est Apremont, Abîme, Arbin, Chignin, Chignin-Bergeron, Cruet, Ripaille. Mais l'appellation, c'est vin de Savoie Apremont, vin de Savoie Arbin, vin de Savoie Abîme. On ne peut pas mettre Abîme tout seul. Comme les roussettes de Savoie Marétel, roussettes de Savoie Montou, roussettes de Savoie Frangy. Et puis il y a Montermino, roussettes de Savoie Montermino. Avec le cépage Altesse. Puis la petite appellation Siessel, c'est vraiment la toute petite appellation communale qui est restée depuis très longtemps. Parce qu'une chose qui est très importante cette année, c'est les 40 ans de l'appellation vin de Savoie et roussette de Savoie. Ça fait 40 ans qu'ils ont la OP, l'appellation contrôlée. Ils ont fêté ça le week-end dernier, si j'ai bon souvenir. Donc 40 ans. Donc comment déguster un vin? Donc là on est sur le vin de Savoie Abîme, donc il va présenter un petit peu son vin. Voilà. Donc là on est sur un Abîme 2011, donc le cépage c'est le cépage Jacquère. Le cépage Jacquère c'est le cépage le plus répandu en vin de Savoie. C'est un cépage autochtone, on trouve ça uniquement chez nous, vous n'en trouvez nulle part ailleurs. En vin de Savoie on a 22 cépages autorisés, et le cépage Jacquère lui il représente 50% de l'encépagement. Donc autant dire que c'est un cépage qu'on rencontre assez souvent, qui est utilisé aussi pour l'Apremont, pour le Chignin, pour le Saint-Joueur, le Cruet, enfin, et j'en passe. Alors, on va parler, vous voyez, de cette couleur, ces reflets verts, toujours qui nous expriment la jeunesse. Après, de la limpidité, c'est un vin limpide, brillant, il n'y a plus de problème maintenant un petit peu à ce niveau-là dans les vins. Il y a quelques années, on pouvait avoir des vins troubles avec plein de dépôts, mais ça, c'était la façon de faire qui était comme ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts et beaucoup de choses qui ont été faites dans la viticulture, comme dans toutes les sciences extraordinaires. Donc on a aussi le disque. Alors le disque, c'est tout ce trait qu'il y a ici, entre le vin et le verre, et c'est toute la surface du vin qu'on appelle le disque, un disque épais.
Ensuite, on a les larmes, les jambes, les cuisses. Moi, je préfère le mot larmes parce que c'est plus poétique. Donc, on va tourner le vin dans le verre et le long du verre, il va y avoir comme si il y avait des larmes qui se mettaient en place. Là, il y en a très peu parce qu'elles descendent rapidement parce que ce n'est pas un vin riche et puissant. Parce que les larmes, c'est souvent le sucre, le glycérol et l'alcool qui ont fait l'état des larmes. Quand il y a un vin avec beaucoup de larmes qui descendent lentement, ça veut dire ou qu'il y a beaucoup d'alcool ou qu'il y a beaucoup de sucre, de glycérol et de choses comme ça. Ensuite, on va passer, on n'est pas obligé de sentir quelque chose, on appelle ça le nez fermé. Fermé, ça veut dire qu'on ne sent rien. Et puis si on est sur un vin exubérant, ça veut dire que là, c'est le vin qui nous prend complètement le nez et qui nous enivre, c'est même désagréable. Donc il peut y avoir les deux extrêmes. Et ensuite, on va parler des arômes. Qu'est-ce que les arômes? Qu'est-ce qu'on ressent? Donc on va se souvenir de choses qu'on a déjà senties pour un petit peu se dire, voilà, qu'est-ce que ces arômes? Parce que l'aromatique d'un vin, souvent, est l'expression d'un cépage. C'est pour ça que quand on a des vins à l'aveugle, on se dit, tiens, celui-ci, il a des arômes de foin coupé, des arômes d'agrumes, celui-ci a des arômes de cassis. Ah, je me souviens que la caractéristique de ce cépage, c'est ses arômes. C'est comme chaque personne a un caractère. Moi, je suis excessif, je parle beaucoup, vous êtes peut-être timide. Les vins, c'est la même chose. Les cépages ont un caractère. Ensuite, on va parler des qualités, savoir si c'est un vin agréable, un vin fin, ou un vin complexe, ou un vin grandiose, ou complètement le contraire, un vin mauvais, ça peut être fait aussi. Donc on va sentir ce vin. Donc là, on est sur un vin expressif, vous voyez, on ressent tout de suite quelque chose, on n'a même pas besoin de réfléchir, tout de suite on a quelque chose qui est là présent. And this one is very aromatic wine. And the aromatic is typical the Jacquère, the variety, the name is a lemon smell, and little vegetable smell. Yes, it's typical, yes. Pamplemousse and the citron, lemon, excuse me. Alors, là, on a toujours un petit peu l'expression dans la Jacquère, le cépage savoyard, souvent l'odeur du foin coupé. L'odeur vraiment quand on n'est pas sur l'herbacée, l'herbe, non. On est sur quand on est actuellement en train de couper le foin, cette odeur qui revient. Et ça, c'est tout de suite, et on le ressent bien ici. Et après, très vite, on va passer un petit peu sur... Hop, et comme ça, on a bien oxygéné le vin. C'est comme ça, comme si on le passait en carafe. Vous voyez, dans les restaurants, les sommeliers qui passent en carafe, on fait la même chose. Et là, on a un vin complètement, you smell, it's very different, yes. Your smell is very more aromatique. Non. Vous voyez, on est sur des choses plus aromatiques. Beaucoup plus aromatiques, beaucoup plus expressifs. Et on a plus l'odeur du foin qui est marquée. Hein? Yes, it's more aromatic, it's more oxygen. And after the more oxygen, it's more aromatic. For the long one, it's very nice. And for the old one, it's not good. Non. Alors maintenant, on est sur un vin, on va donner des qualités. C'est un vin agréable, un vin fin, un vin sympathique. Hein, on a envie de le goûter, c'est déjà une grande chose. Parce que le vin, c'est un plaisir. Moi, je dis toujours, je compare le vin à la sculpture ou à la peinture. Quand on a envie d'écouter une musique, c'est pour se donner du plaisir. Et quand on a envie de goûter d'un vin, c'est aussi se donner du plaisir. Hein, le vin, c'est du plaisir. Donc, on a envie de le goûter maintenant. Donc, en le goûtant, on va faire attention à l'attaque. The first for the tasting is acidity. Donc, on va faire attention à l'attaque, c'est l'acidité. Après, on va faire attention à la longueur en bouche, savoir s'il est très court en bouche ou s'il est très long en bouche. Ensuite, on va faire attention à l'intensité, savoir si c'est un vin très léger ou si c'est un vin puissant, corsé, charpenté. Et puis après, on va faire attention aux arômes. Après, on va faire attention aux qualités. Et puis au final, à la fin de bouche. Donc maintenant, on en prend une belle gorgée. Et puis on le remue dans sa bouche pour attirer l'oxygène. Puis ceux qui veulent cracher, comme je vais faire, le peuvent. Et autrement, on n'a que 20 gouttes et on n'en goûte pas 50. Donc là, à l'attaque, on va avoir cette petite note acidulée. On n'est pas sur un vin acide excessif. On a cette petite note acidulée qui va donner fraîcheur. Fraîcheur au vin. Et puis cette petite note acidulée nous rappelle un petit peu la pulpe du citron. The acidity is aromatic is lemon smell. Français que vous avez certainement déjà rencontré. On avait ce logo-là,
il y a 3 ou 4 ans en arrière, c'était le logo européen des produits bio européens. Alors c'est tous les deux. Le cahier des charges est le même pour les deux, je suppose. Le cahier des charges est le même pour les deux, exactement. Et là, vous avez les organismes certificateurs, parce que on ne peut pas avoir le logo sans parler de l'organisme certificateur. Alors les organismes certificateurs, il y en a plusieurs hein, que j'ai mis ici. Le plus connu, c'est Ecocer, parce que historiquement, ça a été le premier, et on le retrouve ici. C'est celui que j'ai choisi, moi, tout simplement parce que c'est celui qui m'est venu à l'esprit tout de suite. Et il y en a 20 issus de l'agriculture biologique, ou 20 issus de raisins en agriculture biologique. Aujourd'hui, on a un cahier des charges pour la vinification. Donc on commence à avoir 20 biologiques, ce qui n'était pas le cas. Donc il y a quelques années en arrière, il y a certains viticulteurs qui intégraient également ceci. Ça, c'est un cahier des charges Nature et Progrès qui est vraiment ciblé vinification. Comme il n'y avait pas de vinification, eh ben, il y avait quelque chose là-dessus. Puis parfois, vous pouvez trouver aussi celui-ci. Donc Déméter, en fait, ça c'est pour la biodynamie. Donc ça, c'est encore un peu plus compliqué parce que c'est des produits... Alors, en bio, on n'utilise aucun produit chimique, aucune molécule de synthèse, uniquement des produits minéraux ou minéral ou... Organique. Je vais y arriver, c'est pas grave. Ou végétaux, voilà, exactement. Déméter, eux, c'est... On travaille avec la lune, on fabrique nos produits nous-mêmes. Moi, j'achète mes produits en bio. Hein. J'utilise du soufre, du cuivre, je les achète. Eux, ils fabriquent leurs produits. En accord avec les astres et avec la lune. Et on a forcément une certification. Moi, j'ai apporté la mienne ici, donc c'est ma licence Ecocer. On peut pas apposer le logo AB sans avoir de licence de ce type-là. Qui est délivré par un des organismes certificateurs qui est ici. Alors à quoi servent ces organismes certificateurs? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font essentiellement du contrôle. Contrôle dans les vignes, dans la cave aujourd'hui. Hein. Ils prennent des échantillons, ils emmènent dans un laboratoire, ils analysent. S'il y a des produits chimiques, j'aurai des problèmes. Voilà. C'est une cotisation hein, annuelle. Moi, je paye une cotisation annuelle pour me faire contrôler. Ça peut paraître bizarre, mais c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, ils viennent vraiment à l'improviste. Je disais tout à l'heure que l'année dernière, quand j'ai été contrôlé, bah, j'étais venu livrer Charlie, justement. Et ils m'ont téléphoné. Bonjour, je suis devant votre cave, je viens contrôler. Bon, j'ai pas pu être là. Je les ai reçus un peu plus tard dans la journée. Mais c'est vraiment... on n'est pas au courant d'avance. Donc, on ne peut pas tricher. Donc c'est... Ils vont venir plus souvent, c'est sûr. Donc il y a un contrôle sur la culture et sur la vinification. Aujourd'hui, c'est la vinification. Et la culture elle-même fait l'objet d'un contrôle ou non? Ah oui, bah, ils prennent... moi, ils m'ont déjà pris des échantillons de feuilles, analysés dans un laboratoire. Et voilà, comme je disais, si jamais j'avais eu des résidus de pesticides, je pense que j'aurais eu des problèmes. Ça peut aller, ça va jusqu'au retrait de l'agrément. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut 3 ans, donc 4 ans quasiment, parce que c'est 3 récoltes. Donc si on perd l'agrément, on repart sur une période de 4 années. Quoi. Il n'y a pas de culture autour de vos vignes qui pourrait polluer ça, on va en parler votre... tout à l'heure. Ça, on va faire petit à petit, on va parler du bio tout à l'heure, toutes ces questions. On va parler de l'arôme, on y parle rapidement, hein, pour ne pas s'en triturer la tête, si je peux dire. Ensuite, on va parler du disque épais, comme tout à l'heure. Gentiment, on va tourner. On va avoir un tout petit peu plus de larmes. Hein, une première partie très rapide et une deuxième partie un petit peu plus lente, parce qu'on est quand même sur un vin à 13,5. Hein, on est quand même dans le sud de la France, donc on est à 13,5 d'alcool. Donc c'est normal qu'il y ait un petit peu plus de larmes. Au premier nez, on a un arôme très aromatique, très flatteur. On retrouve les arômes de la clairette. La clairette donne des arômes très floraux, très fleurs blanches. And this one is a very aromatic wine, and the claret is a typical aromatic is a flower. Yes, it's typical.
Ensuite, on va avoir une toute petite pointe un peu minérale qui va ressortir. Et un léger pointe d'alcool. Mais ce que j'appelle alcool pas négatif. On sent qu'on est dans le soleil. On sent qu'on est dans le sud. Hein. Par rapport à l'Apremont, qui est lui dans la légèreté, là on sent quand même qu'on est dans le sud de la France, dans le soleil. On ressent cette petite pointe d'alcool qui est positif. Et puis on est sur un vin agréable, un vin bien fait, bien travaillé. Et puis on va lui donner plein d'oxygène comme tout à l'heure. Et vous voyez, il y a même un petit peu de gaz, vous voyez, qui arrive. Ça, le gaz, un petit peu, on va en parler tout à l'heure avec Yannick, qui nous dira pourquoi, hein, ce gaz. Et vous voyez, on est un vin plus aromatique que tout à l'heure, plus expressif que tout à l'heure. Par exemple, au restaurant, c'est un vin que je vais mettre en carafe, pour lui donner de l'oxygène, pour bien développer l'arôme. Un this one with the oxygen is more aromatique. Et c'est à Château-la-Canorgue. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience dans ces années-là. Pays d'où je viens. Il est très léger. Là, celui-ci enrobe le palais. Il enveloppe le palais et on ressent un peu ce côté chaleureux du sud, alcool un petit peu qui est là, qui va nous donner cette amplitude en bouche, cet enrobé en bouche. Mais on garde toujours l'esprit de la clairette qui est là pour donner le floral, la nervosité. Puis là, il y a le côté grenache et roussane derrière qui enrobe le palais, qui assouplit l'eau et attendrit le palais. Donc voilà un petit peu la légèreté, la vivacité de tout à l'heure. Et là, c'est un vin avec plus de volume, mais tout en ayant la fraîcheur. Et ce vin, par exemple, facilement, j'irais le mettre avec du poisson. On est encore un petit peu sur le style très maritime du mets. Un poisson grillé, simplement grillé, une seule meunière, pourquoi pas, des turbos, des choses comme ça, un petit peu des poissons à chair ferme, pour compléter l'amplitude du vin et l'enrobé du vin. Mais la nervosité sera toujours là pour faire l'équilibre entre le poisson et le vin. Donc on va continuer à déguster le deuxième vin, puis après le troisième vin, pardon, on aura encore une communication sur le bio, parce que j'ai beaucoup de questions à poser. Hein. Ouais. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui l'oublient un petit peu. Si vous en avez dans votre entourage, dites-leur. Et vous, les raisons de votre passage en bio, c'était quoi? C'était des raisons financières parce que ça permet de faire des vins plus chers ou des raisons idéologiques? Je n'ai pas changé mes prix d'ailleurs, donc c'est pas du tout un argument. D'accord. Mais non, c'est par conviction personnelle. Et puis il y a un historique aussi, parce que dans ma famille, on a toujours quand même été assez proche de l'agriculture biologique, sans vraiment forcément le savoir, parce que mon père travaillait sans aucune conviction bio, mais il en est très proche, il en est toujours très proche. Mon grand-père travaillait en suivant les lunes, par exemple, donc assez proche de l'agriculture biodynamique, mais sans non plus avoir... Donc vous êtes une famille de vignerons, vous êtes dans une dynastie de vignerons, c'est ça? Oui, ouais. Là, c'est un domaine paternel. Alors aujourd'hui, s'installer sans aucun historique familial en viticulture, c'est difficile parce que ça demande tellement d'investissement. Ou alors il faut vraiment avoir des gros moyens. Alors là, maintenant, on est tout près de la Méditerranée. Hein, si vous connaissez le port de Cassis, c'est la bouillabaisse, c'est le Cassis, c'est un bon moment. Donc là, on est tout près de la Méditerranée. On va retrouver les mêmes cépages qu'avec le Côte du Luberon. On va retrouver la clairette, on va retrouver l'uni blanc, la grenache qui est là présente. Donc est-ce que l'environnement peut aussi apporter à l'aromatique du vin quelque chose? C'est là où on va prendre un petit peu cette idée. Hein. Donc là, on est comme tout à l'heure sur une robe jaune très clair, reflet vert, brillant, limpide, il n'y a pas trop de différence. Le disque est épais, les larmes un petit peu, une première partie très rapide, une deuxième partie un tout petit peu plus lente. Puis là, on est sur un vin très expressif, hein, comme tout à l'heure, très flatteur. On n'a pas changé de site aromatique un petit peu au niveau intensité sur les trois. Mais là, on a un autre arôme qui est là présent, c'est la fleur, c'est le minéral, mais c'est aussi le iodé, le côté maritime qui prend le dessus. Moi, j'ai l'impression un petit peu d'avoir, quand on ouvre une huître, avoir un petit peu l'odeur de l'huître qui est là. Hein? Un léger odeur d'huître de la mer. Donc l'environnement peut avoir une influence sur les arômes du vin. Hein, là, on ressent bien qu'on est tout près de la mer et qu'on a le iodé, le maritime. Que celui, j'imagine pas du tout ce vin avec du fromage, ce cassis. Hein, on ressent trop le côté iodé pour aller avec le tertiaire du fromage, le laitier du fromage.
très toute petite, puis autour il y a des gros vignerons qui utilisent le produit chimique. Est-ce que ces toutes petites parcelles... Comme je disais tout à l'heure, il faut très bien s'entendre avec ses voisins. Moi, ça a été mon cas, j'avais des petites parcelles comme ça qu'aujourd'hui j'ai laissé parce que c'était un peu compliqué à gérer pour d'autres raisons, parce que j'avais un morcellement qui était important. Mais il faut très bien s'entendre avec ses voisins, dans le sens où moi, quand j'avais ces petites parcelles, c'est moi qui traitais les premières lignes de mes voisins. Tout autour de moi, c'est moi qui traitais, comme ça j'avais quasiment aucun risque d'être, entre guillemets, pollué par les voisins. Aujourd'hui, j'ai plus de problème parce que j'ai gardé des plus grands tènements et puis des parcelles qui sont quand même relativement isolées, avec des espaces entre les parcelles. Il y a certains endroits, j'ai été obligé d'arracher. J'ai arraché 3, 4, 5 treilles pour m'isoler un petit peu des voisins. Mais de toute façon, c'est contrôlé. Donc quand je disais tout à l'heure qu'ils prennent un échantillon de feuilles, s'ils viennent me contrôler, qu'ils trouvent des produits chimiques, ils ne vont pas dire « Ah oui, mais c'est la faute du voisin, c'est de ma faute à moi. C'est à moi de m'organiser pour qu'il n'y en ait pas. » Alors là, par exemple, si cette petite parcelle qui vous appartient n'est pas certifiée, est-ce que votre domaine est certifié? C'est le domaine qui est certifié, justement. Donc, c'est pas la parcelle. On ne peut pas certifier une parcelle. On peut certifier une couleur de vin. Donc je peux certifier tous mes blancs, ou tous mes rosés, ou tous mes rouges. Mais une parcelle, ça, c'est pas possible. Ou alors il faut que je crée 2 sociétés. Enfin, il y a des solutions, mais c'est très complexe. Donc c'est tout le domaine qui est certifié. C'est le domaine qui est certifié. Donc s'il y a une petite parcelle qui n'est pas certifiée, vous risqueriez carrément d'annuler tout. Ouais, on perd l'agrément sur tout le domaine. Tout le domaine. Ça c'est important. Il y a un petit hectare qui n'est pas certifié, hop, ça y est, c'est tout le domaine qui n'est pas certifié. Et moi j'ai appris aujourd'hui ça. Et ça, je trouve ça très intéressant. Moi je ne pensais pas. Donc, une chose aussi, ces produits un petit peu utilisés, quels sont ces produits utilisés et à quoi ils servent? Par exemple, on parle du soufre. Moi, j'aime beaucoup, parce que beaucoup de gens pensent que le soufre est négatif, le soufre, ça donne mal à la tête, et ci et ça. Mais qu'est-ce que le soufre apporte un petit peu? Pourquoi on utilise le soufre pour le vin? Le soufre pour la vigne, déjà, premièrement, pour lutter contre certaines maladies, contre l'oïdium, que certains connaissent sur d'autres plantes. Principalement, en bio, on utilise principalement du soufre et du cuivre. Voilà, en gros, c'est ça. Moi, je rajoute quelques autres éléments comme le manganèse, le magnésium ou le zinc. Mais ça, c'est plus pour renforcer les défenses immunitaires que vraiment pour lutter contre des maladies. Le soufre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à qui ça fait peur, mais bon, ça existe déjà naturellement. Il y a une concentration dans l'air, dans la pierre. Quand il y a une éruption volcanique, par exemple, il y a des dégagements de soufre qui sont énormes. Donc il ne faut pas avoir peur de ces produits-là. En bio, on utilise uniquement des produits organiques ou minéraux. Donc le soufre, on peut l'utiliser aussi dans le vin. Le soufre, sert à quoi? Dans le vin. D'ailleurs, on voit indiqué sur les étiquettes aujourd'hui contient des sulfites. Ça serait plus intéressant d'avoir la dose de sulfite. Ça serait beaucoup plus logique. Le jus de raisin, si vous le laissez faire tout seul, il ne fera pas du vin. Il fera directement du vinaigre. Contre les maladies, donc on va lui mettre beaucoup de soufre, donc c'est un vin négatif. Donc c'est une personne malade qu'on va donner des antibiotiques. Et quand on est en pleine forme, quand on est vraiment heureux de vivre, on ne prend pas d'antibiotiques, on fait un bon vin et un grand vin, on a besoin de très peu de soufre, parce qu'il peut supporter certaines maladies. D'accord? Et puis c'est un conservateur naturel, mais vous avez certains éléments qui sont présents dans certains vins, notamment les vins rouges, comme les tanins par exemple, qui sont aussi des conservateurs naturels. Et c'est pour ça que vous trouverez moins de soufre dans les rouges, parce que vous avez ces tanins, et il y a d'autres éléments, je ne vais pas rentrer dans les détails, les anthocyanes, il y a plein de choses qui viennent aussi... Voilà, on va attendre de l'appellation Savoie. Il disait tout à l'heure qu'il y a 3 AOP en Savoie. Vous avez l'appellation Seyssel, qui elle est plus ancienne, parce plus qu'elle ancienne. date de 54 ou 63. Qui est même plus ancienne que ça. Donc je crois que c'est la 2e ou la 3e appellation qui a été créée en France. Ouais. Après Châteauneuf-du-Pape. Oui, parce que là, il y avait un député à Seyssel ou quelqu'un comme ça. Il y avait même Crépy, avant qu'on appelait, il y avait même avant 4 appellations, il y avait Crépy.
Maintenant, l'appellation Crépy est passée en vin de Savoie. Donc vin de Savoie Crépy depuis 3 ans, 4 ans maximum. Hein, parce que comme à Crépy, ils sont 4-5 vignerons, je sais même, oui, ça doit être pas plus que ça. Et là, c'est les 2 seules appellations en France où on utilise beaucoup de négrette, c'est le fief vendéen et le fronton. Donc là, la négrette nous donne, c'est pas un cépage qui va nous donner des vins légers, souples, blancs, c'est pas un cépage qui va nous donner des vins délicats, c'est plutôt un cépage très rustique, On va très attendre tout à terrestre. l'heure, on va attendre plus loin. Hein. Donc là, on sent, vous voyez déjà, une couleur très foncée, hein, on ne voit pas à travers, foncé, légèrement tuilé, léger, bon, il est limpide, il n'y a pas de problème de limpidité, brillant, il n'y a pas de problème, indice de épais, les larmes quand même assez importantes, hein, qui tombent lentement, donc on va sûrement avoir un... C'est un 2009, donc quand même, il y a une très belle année en 2009, c'est l'année solaire. Hein, dans tout beaucoup s'il y a des gens qui n'ont pas... Déméter. Ça, donc il est en biodynamie celui-ci. Donc il est avec ces fameux... il se lève à 2h du matin. C'est Charlie qui est un grand bavard, donc c'est celle de 10h30 qui Donc là, vous se voyez, on est termine. sur un vin rouge très, très terrestre, très rustique. On va avoir un peu ce côté épicé, fruits noirs très mûrs. Hein. On est sur même un petit peu ce côté liqueur, un petit peu ce côté confiture de cassis, confiture de fraises. On est très confituré, je trouve, au nez. Liqueur de cassis. Après, on a une petite note épicée. On est sur un vin on sent qu'on va avoir du volume en bouche. Ensuite, on va faire attention, pas à l'acidité, mais au tanin. Donc les tanins peuvent être astringents, complètement asséchants, comme ils peuvent être doux, souples et soyeux. Donc il y a 2 extrêmes, fondus. Bien. Donc là, on va en prendre une belle gorgée. Les tanins ne sont pas excessifs. Il n'y a pas un tanin excessif. Il n'y a plus. Il y a un tanin ferme. On va parler de fermeté. Il y a une toute petite note d'acidulé. C'est un vin qui reste bien en bouche, avec une certaine puissance, mais sans excès. Ça reste quand même un vin avec un beau volume, mais sans excès. On sent qu'on n'est pas quand même dans le sud de la France avec l'alcool du sud. On est sur un vin qui emplit bien le palais. Avec les tanins, la fermeté des tanins, une petite pointe de fraîcheur, le fruit noir, la petite pointe amertume de la terre en fin de bouche, terrestre, et le côté rustique, fruits rouges. Ça doit bien me garder ça, non Moi, je le garde. Là, j'en ai de encore. regoûter ça. Dans 10 ans, je pense que ça peut se mettre en valeur. Une belle acidité des Ouais. tanins. Ça peut très bien se mettre en valeur. Là, chez la 2009. Hein. Donc là, c'est un monsieur que je connais depuis très longtemps, Thierry Michon. Donc, quand je me suis dit, allez, je vais mettre des fiefs vendéens parce que je suis vendéen, je me suis dit, allez, j'y vais, j'accélère la chose. Et puis, l'important de la Loire, c'est l'ouverture. L'ouverture sur les 800 références que j'ai de toute la France entière. Là, par exemple, j'ai des amis, des gens que je connais bien hier qui étaient au restaurant. Ils voulaient des vins à l'aveugle, ils voulaient que je les conseille des vins à l'aveugle, donc ils ne voulaient sûrement pas Bordeaux ou tous les vins qu'ils connaissaient. Donc je leur ai dit, allez, je vais vous mettre ça, je ne vous dis pas ce que c'est, vous me dites ce que c'est. Voilà, bon, ils ne peuvent pas trouver parce que bon... Donc un vin vendéen de 2009. Voilà. Donc là, on est sur la biodynamie. Là, on est sur l'extrême. Hein. Donc, lui, il va sûrement, comme il dit, penser à la Lune, penser à tout ça. Hein. Il y a aussi, dans la vallée de la Loire, quelqu'un qui est très connu au niveau biodynamie, qui pour moi est un petit peu dans l'extrémisme, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui des fois. C'est la coulée de Sérente. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, Savenir coulée de Sérente chez Joly. Moi, j'ai connu ce monsieur, j'ai connu Madame Joly, quand j'ai commencé la sommellerie il y a 30 ans. Moi, j'aimais beaucoup ces vins. Et quand le fils a pris et s'est mis à penser aux astres, j'ai moins aimé. Donc après, des fois, c'est ce que je pose comme question. Alors, est-ce que les extrémistes peuvent être... Bon, le côté excessif du chimique, c'est vraiment négatif. Est-ce que l'excessif du bio peut être important? Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui n'as pas choisi l'excessif? Moi je pense que comme tout le monde, hein, tous les extrêmes peuvent être dangereux parce qu'après on voit par exemple tous ces vins sans soufre
qui arrivent sur le marché qui sont sous. Alors je dis pas que c'est pas bon ni que c'est impossible à faire, mais c'est très très difficile et ça va être totalement instable. Avec une différence de... C'est inconservable. Vous allez le monter en altitude, ça va tourner, vous allez le transporter dans un véhicule, ça va... Enfin, voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que souvent il y en a qui ont des potentiels très intéressants. Mais après, je pense pas que la biodynamie en elle-même soit un excès. Mais c'est un excès dans le sens où c'est dur, quoi. C'est très dur de partir dans cette voie-là. Moi, pour m'y être intéressé, je peux vous dire... pour ça, j'emprunte quelques techniques, mais aller complètement dedans... Parce qu'il y a certains, par exemple, moi j'ai eu goûté des layons un petit peu qui étaient à ce niveau-là de... Layon, ça veut dire qu'il y a du sucre. Donc mettre un vin moelleux sans soufre en bouteille, faut le faire. Ah bah moi j'y crois même pas. J'y crois même pas, parce que moi j'ai vu après, dans une cave, carrément les bouchons exploser. Hein, parce que la fermentation s'est mise en place. Donc là, c'est peut-être sur certains vins, c'est peut-être excessif, un vin sans soufre. Puis le soufre, c'est un conservateur naturel. Il faut quand même savoir que le jus de raisin, si vous le laissez faire naturellement, ben, la fermentation alcoolique ne va pas s'enclencher toute seule si vous ne mettez pas de soufre. Il va y avoir aussi une acétisation, et acétique, c'est le vinaigre. Hein, c'est le vinaigre. Directement, le jus de raisin, normalement, il se transforme en vinaigre. Ben, je dirais même que, qu'est-ce que buvaient nos chers Romains? Ils buvaient du vinaigre. Et qu'est-ce qu'ils mettaient dans le vin? Du sucre. Des épices. Oui, des épices, mais ils mettaient autre chose avant de goûter le vin. Des fruits, du sucre. Non. Du soufre? Non. Ils mettaient de l'eau de mer. Hein. Ils mettaient de l'eau salée. Ils sel. buvaient le vin avec de l'eau salée. Où automatiquement le sel atténue le côté vinaigre. Ah oui. Ils prenaient de l'eau salée. Avec le vinaigre vin. à l'eau salée. Voilà, ils prenaient de l'eau salée. Tout ça dans des gobelets. Alors, le soufre est arrivé très tard dans le côté histoire du vin. Le soufre est arrivé avec les Hollandais. C'est les Hollandais qui ont intégré le soufre dans une grande majorité de l'Europe, parce que c'est eux qui utilisaient ce produit pour faire voyager les vins sur les bateaux. Donc c'est eux qui ont mis en place ça, c'est les Hollandais. Hein, donc il n'y a quand même pas si longtemps que ça. Hein, dans la vie du vin, je parle. Donc le fait de passer en biodynamie, est-ce que ça peut changer le goût du vin? On en parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure. Pour moi, ça ne change pas vraiment le goût du vin. Ce qui va vraiment changer le goût du vin, c'est de travailler avec, par exemple, des levures indigènes ou non. Les levures indigènes, c'est les levures qui sont présentes naturellement sur le raisin. Moi, c'est ce que je fais. Si on sélectionne... En Savoie, c'est assez flagrant, parce que des levures sélectionnées de jacquère, par exemple, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Donc, ceux qui utilisent des levures, il y a beaucoup de gens, on ne le dit pas, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent des levures. Ben, c'est des levures de Sauvignon ou de Chardonnay. C'est les deux grandes familles de levures qui sont utilisées. Ça ne fait pas partie? Non, ça n'en fait pas partie. Donc là, on est sur Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, beaucoup de Cabernet Sauvignon, surtout le Cabernet Sauvignon et le Merlot, hein, qui domine, Malbec, mais c'est surtout Cabernet Sauvignon, Merlot qui sont là. On le ressent bien, un léger boisé mais sans excès, hein, le boisé toujours du Bordelais, ça c'est très important. Hein, ça c'est très très important. Donc on retrouve un vin quand même tout de suite, on imagine le Bordelais. Là. Ensuite, on est là, on est sur un vin quand même assez foncé, la robe. Donc, un nez expressif, légèrement boisé, mais moi, il y a encore 5-6 ans. Mais après, ce côté, comme je disais... Chenin. Et le chenin a cette expression un petit peu on va le déguster maintenant, et on va avoir des caractéristiques. Donc, le chenin peut être sec, demi-sec, il peut être moelleux, il peut être liquoreux, il peut être pétillant. Avec le chenin, on peut faire beaucoup de vins, beaucoup de styles de vins qu'on ne peut pas faire avec d'autres vins. Par exemple, avec un sauvignon, on peut faire que du sec ou un peu de moelleux et assembler avec quelque chose d'autre. Mais avec un sauvignon, avec pétillant, on le voit très peu, puis je pense que ça n'existe pas. Donc avec le chenin, on peut faire beaucoup de vins, de styles de vins. Le chenin a un esprit aussi très marqué par les terroirs. Si on va trouver un chenin sur du schiste et un chenin sur du tuffeau, on va avoir des vins complètement différents. Donc le chenin prend très très vite l'esprit du terroir, du sol. Donc là, on est sur un vin moelleux, donc avec du sucre résiduel. Donc là, comme on parlait tout à l'heure, si on ne mettait pas de soufre dans ce vin, on pourrait avoir des gros problèmes. Hein.
que là, automatiquement, il faut un tout petit peu de soufre, parce que le soufre a une propriété, c'est bien sûr de tuer ces petites levures qui sont là, un petit peu, qui font la fermentation alcoolique. On bute souvent aussi quand les vins ont trop de sucre dans certaines appellations, on dit qu'on va muter au soufre, donc on va additionner du soufre pour arrêter la fermentation. C'est pour ça qu'il y a 20 ans ou 40 ans en arrière, avec les moelleux d'Anjou, on avait des gros mal de tête, c'est parce qu'ils ne savaient pas utiliser ce soufre. Maintenant, on sait l'utiliser. Ça, c'est important. Donc là, le chenin nous donne toujours cet esprit. Là, vous voyez, la robe est plus foncée, bien plus sur l'or, jaune, ou encore plutôt sur le côté paille. Jaune paille, reflet vert, limpide, brillant. Il est limpide. Et ensuite, on va avoir au nez un nez tout de suite très expressif, très aromatique, des arômes de pomme cuite, comme si on avait de la pomme cuite sous le nez. Le chenin nous donne souvent les arômes de la pomme acidulée. Là, la pomme cuite, après on va parler de miel. Une petite pointe d'odeur du miel, d'acacia. Et celui-ci a même une importance, c'est qu'il faut bien l'aérer. C'est marrant qu'il y a peu de jambes là, enfin peu de... Aussi, il y en a quand même pas, parce que ton verre a été... Non, peut-être pas. Mais là, si vous l'aérez bien, là on est là maintenant sur la pomme vraiment fruit, le fruit de la pomme qui est là. Et là, on est sur un vin... Vous voyez, on n'a pas cette exubérance des vins moelleux sauternes souvent, trop sucrés. Que là, non, on n'a pas cette sensation-là. Puis après, on va l'avoir en bouche. On a cette notion de la pomme acidulée, croquer la pomme. On a un moelleux, mais sans excès de moelleux. Un moelleux tendre. Et puis après, on va retrouver ces arômes coin, miel, cire d'abeille, acacia, tout en ayant cette longueur en bouche, cette très très belle longueur en bouche. Vous voyez, mais c'est un liquoreux. L'importance du chenin, c'est qu'il y a beaucoup d'acidité dans le chenin, et le sucre est complété par l'acidité du vin. C'est ça que c'est très bien équilibré. Oui. Tous ces arômes. Là, on peut parler de complexité aromatique, parce qu'il y a des arômes qui arrivent et qui arrivent, qui s'additionnent, donc complexité aromatique. Cuite. Alors, que fait-on avec un vin moelleux? Beaucoup de gens vont le mettre avec du foie gras, beaucoup de gens vont le mettre avec un dessert, mais quand on met un vin comme quand on met un fromage persillé, mais quand on met ça avec un dessert trop sucré, ça va rajouter du sucre avec du sucre, donc il n'y a aucun intérêt. Moi je dis qu'on fait tout un repas, je vais vous faire un repas tout simple au vin moelleux, vous avez l'apéritif, vous avez un jambon foie gras, vous avez un bon poulet rôti, bien rôti, la peau bien croustillant, un poulet rôti vin moelleux, un roquefort, un dessert pas trop sucré, une tarte tatin par exemple. Et puis après, vous avez un très très vieux légume qui est en digestif.